Bonjour, ravi de vous retrouver et merci infiniment de votre fidélité à cette émission. Rencontrer Jean l'entretien demandé cette santé sur la question d'actualité. Aujourd'hui, nous allons visiter l'histoire récente de notre pays, relativement récente bien sûr, puisqu'elle est déjà vieille de 25 ans. Deux grands événements cette année 2016. D'abord, les 25 ans de la Conférence nationale souveraine et ce premier gouvernement de transition démocratique incarné par M. Joseph Kokou-Kofigo, qui est bien présent sur mon plateau. Excellence, merci de cette invitation. Bonjour. Voilà. Merci. Alors, avec vous, on va faire un peu d'histoire, revisiter ces temps forts, ces années 90, qui ont vu notre pays amorcer le processus démocratique avec comme image votre passage à la primature comme chef de ce premier gouvernement de la transition vers la démocratie dans notre pays. Un peu de souvenirs aussi pour la jeune génération, pour savoir comment ce processus a été mené et là où on en est aujourd'hui. Alors, première question, quel souvenir gardez-vous de ces moments, de cette période de la conférence et puis votre passage à la tête du gouvernement, du premier gouvernement de transition? D'abord, je vous remercie de m'avoir invité. C'était un moment d'intense exaltation, un moment d'intense conviction, un moment où l'espérance était grande en nous, parmi le peuple, et que le pays allait réussir un changement de cap et arriver à de nouveaux horizons où coulerait en quelque sorte le lait et le miel dans notre pays. Vous avez espoir que ça va réussir et qu'il y ait un avenir meilleur? Mais bien sûr, c'était un moment d'intense exaltation, comme je vous ai dit, et d'intense conviction du sud jusqu'au nord, et particulièrement dans la capitale. Vous savez que les grandes révolutions, les grandes mutations se font généralement à partir de la capitale. Lomé vivait justement dans la fièvre de la conférence nationale, puisque la conférence nationale a été, disons, arrachée au terme d'une lutte qui a commencé, disons, qui a connu sa période d'intensité en 90, et nous avons donc pu arracher la conférence nationale et réussir plutôt un consensus pour que se tienne une conférence nationale souveraine. Et le fait que le régime ait enfin accepté de se tenir la conférence nationale était considéré dans la population comme une victoire. C'est ça. Et déjà comme le premier, un pas important vers les changements qui sont souhaités. Parce qu'à l'époque, il y avait le Bénin qui avait gagné sa conférence nationale. Est-ce que vous pensez que c'était une nécessité, on avait vraiment besoin de ces assises pour lancer le processus démocratique, ou bien c'était comme du suivisme, comme on le pensait, c'était une opinion à l'époque? Non, c'était pas du suivisme. C'était pas du suivisme. On avait vraiment besoin? Oui, il fallait des assises nationales pour réfléchir ensemble, à la fois l'opposition, le pouvoir, la société civile naissante. Surtout l'opposition naissante aussi. L'opposition naissante. naissante. La charte de parti venait à peine de naître. L'opposition naissante, la société civile naissante. Naissante aussi. Puisque vous savez que sous le régime du parti unique, toutes les organisations étaient systématiquement rattachées au parti au pouvoir. Donc on ne pouvait pas parler à l'époque de société civile. Les syndicats, les syndicats étaient affiliés au RPT, toutes les associations dignes de ce nom étaient affiliées au RPT. Donc on ne pouvait pas considérer ça comme des sociétés civiles. Il n'y avait que les organisations religieuses qui étaient indépendantes. Et même là, c'était quand même assez contrôlé. Donc, c'était une occasion pour qu'on se mette ensemble pour définir les voies du futur. Et c'est le fait de l'appeler conférence qui peut être considéré comme suivisme. Parce que les Bénins ont appelé leurs assises nationales conférences. Il y avait un problème de terminologie. Il y avait un problème de terminologie, forum de dialogue, forum de dans un premier temps. Dans un premier temps, on s'était mis d'accord avec le chef de l'État sur l'organisation d'un forum national de dialogue. Et peut-être on l'aurait fait de cette manière-là et sous cette appellation, ça aurait
peut-être soulever moins de passion et de résistance. Est-ce que ça a changé quelque chose au contenu de la chose, l'appellation conférence au forum? À mon avis, non. Oui. Puisque moi, j'ai eu à présider le comité qui était chargé de préparer le comité paritaire phare gouvernement. Vous savez que nous avions fédéré les associations qui existaient à l'époque. Le Front des associations pour le renouveau. Voilà, le Front des associations pour le renouveau. Nous avons fédéré toutes ces organisations dans un front, le Front des associations pour le renouveau. C'est ce front qui a négocié avec le pouvoir. C'est ce front qui, à l'époque, incarnait la lutte et qui a négocié avec le pouvoir et qui a obtenu une loi d'amnistie générale pour que les gens puissent, ceux qui étaient en exil, puissent rentrer et participer au combat et à la réflexion démocratique. Le phare qui a réussi également à obtenir la charte des partis politiques, celle qui est toujours en vigueur jusqu'à ce jour. Ça n'a pas changé. Voilà. Donc, amnistie, charte des partis politiques, et puis le principe d'une rencontre nationale, d'une assise nationale. Et c'est vrai, nous avons voulu, dès le départ, l'appeler conférence nationale. Mais le président Yadema ne voulait pas entendre parler de ce mot. Parce que, vous savez que le Bénin, le président Maté Kérékou, lui, il a dévancé les événements. Donc, ils ont fait la conférence nationale au Bénin, qui a connu un succès. Mais, bon, on avait un peu arraché une partie du pouvoir au président Kérékou pour le donner au Premier ministre Christophe Soglo à l'époque. Donc le président ne voyait pas tout ça là d'un très bon œil. Il a préféré qu'on l'appelait plutôt un forum national de dialogue. On a discuté pour savoir le nom qu'il fallait lui donner. Certains parlaient d'assises nationales, certains parlaient d'états généraux de la nation togolaise, etc. On a beaucoup réfléchi, chacun a puisé en lui et dans ses connaissances. Puis finalement, on est tombé d'accord sur l'appellation Forum national de dialogue. Maintenant, comme il y a eu la loi d'amnistie et que tout le monde, tous ceux qui étaient exilés, etc., tous ceux qui étaient dans la clandestinité ont commencé à sortir, et bon, disons, la lutte a repris. Maintenant, sur le thème de la conférence nationale souveraine. Donc, c'était déjà un des premiers accros, si vous voulez, à la confiance qui avait été créée dans le cadre du front dont je vous parlais, du front des associations pour le renouveau. Le président n'en voulait pas, mais les camarades qui ont intégré la lutte disaient qu'il fallait un signal fort, quelque chose qui puisse être souverain, prendre des décisions qui soient respectées par le pouvoir, parce que il n'y avait pas de confiance. Les gens n'avaient pas confiance que le pouvoir accepterait de respecter les décisions qui apparaîtraient comme de simples recommandations d'un forum national. On voulait que ce soit une décision exécutoire. Des décisions exécutoires. D'où on a essayé de proclamer la souveraineté de la conférence, parce que ça aussi, c'était l'une des polémiques à l'époque, la proclamation de la souveraineté de la conférence. Est-ce avait-on besoin de cette étape-là? Non, vous savez, on ne refait pas l'histoire. Quand on examine tout ça avec le recul et l'expérience acquise de nos réussites et de nos échecs jusqu'à ce jour, on peut dire que peut-être on aurait pu faire autrement. On aurait pu faire autrement parce que, souvenez-vous qu'avant, pour ouvrir la voie à la conférence, l'opposition a discuté, nous avons négocié avec le chef de l'État, mais dans le cas, la tension populaire était palpable. C'était sous pression. Sous pression, sous fond de contestation. Et le pouvoir a encore accepté de discuter.
Nous avons bénéficié de l'intermédiation, si j'ose dire, de l'ambassadeur de France à l'époque, M. Bruno Delay. Et on a discuté pour aboutir aux accords du 12 juin 1991. Et c'est ces accords du 12 juin, signés entre le RPT et l'opposition, qui a ouvert la voie à la conférence nationale souveraine. Et dans cet accord, le président de la République, qui a donc ratifié, j'emploie le mot entre guillemets, ratifié cet accord, a indiqué qu'il respecterait les décisions qui seront prises par la conférence. Donc à partir du moment où le chef de l'État dit qu'il appliquerait, qu'il respecterait, qu'il appliquerait la décision prise par la conférence, on peut se contenter de ça et aller à la conférence et considérer les décisions qui seront prises comme des décisions exécutoires. Mais toujours pour cette question de confiance, vous savez, le pouvoir est resté longtemps, il s'est passé des choses, il y avait parmi nous des gens qui ont réintégré, qui ont intégré la lutte interne, mais qui étaient des condamnés à mort. Ils avaient été condamnés à mort lors des événements du passé, tout ça. Donc, il n'y avait pas trop de confiance. Et les gens ont dit que si on ne proclame pas la souveraineté de la conférence, que la conférence même doit se prendre en main et proclamer sa souveraineté pour que cette décision soit exécutoire. Évidemment, bon, ça n'a pas trop plu à l'autre bord, comme vous le savez, et on connaît la suite des événements. Oui. Alors, la suite, c'est qu'au terme d'une cinquantaine de jours de travaux, vous avez été choisi comme Premier ministre pour conduire ce premier gouvernement de transition. Alors, mais Joseph Kofi Kossien, vous prenez du recul aujourd'hui. Et quels étaient, à l'époque, vos succès, vos échecs, comme vous le dites vous-même? Est-ce qu'il y a eu des choses que vous avez fait avancer, des choses sur lesquelles vous regrettez peut-être aujourd'hui de ne pas faire avancer? Pourquoi vous pouvez parler d'échecs alors au lieu de parler d'abord de réussite? Allons-y, il y a les deux. Non, moi je pense que il fallait faire ce qui a été fait. Bien sûr, on pouvait mieux le faire. On pouvait mieux le faire puisque on s'améliore avec l'expérience. Mais nous étions dans un processus un peu révolutionnaire qui n'a pas pris ce nom, mais c'était un processus révolutionnaire. On a réussi, après tant d'années de monolithisme politique, à arracher la démocratie. Et j'étais chargé donc de mettre en place les jalons de cette démocratie-là. C'était ça le gouvernement de transition. Le gouvernement de transition n'était pas destiné, n'était pas contre un tel ou tel groupe, etc. Le gouvernement de transition est destiné à mettre en œuvre les principes qui peuvent permettre au pays d'entrer définitivement dans la démocratie. Et sur ce point, le travail a été fait. Mais on savait que ce ne serait pas facile. On savait que ce ne serait pas facile pour... Bon, je vous ai dit tout à l'heure, au début de l'émission, ce que pensait l'autre côté, le président de la République, le parti, le RPT, etc. Et de tout cela, disons que il y a un consensus, un consensus qui était né avec le Front des associations pour le renouveau, le phare. Ce consensus a été mis à mal lorsque, après la loi d'amnistie, tout le monde, enfin les partis se sont créés dans la foulée, tout le monde est rentré dans le jeu. Et ce consensus a connu en quelque sorte une rupture grave au début de la conférence nationale souveraine même, quand elle s'est proclamée souveraine, puisque le RPT et les forces armées togolaises ont quitté la salle, les travaux se sont poursuivis sans eux. Donc c'est ce problème de consensus ça agit qui a piégé. Bon, ça, bien sûr, ça a piégé.
les débuts de la transition démocratique, et ça a piégé. Les entraves, est-ce que ça venait seulement du camp de Yadema ou bien dans le camp aussi de vos anciens camarades de lutte? Les entraves venaient de tous côtés. Par exemple, des gens étaient pressés. Très pressé. Puisque le pouvoir était un peu comme à terre. Le pouvoir de l'époque, le pouvoir qui dirigeait le pays depuis une trentaine d'années, je crois, à l'époque, pouvait être considéré comme un peu pas totalement à terre, mais à ras de terre. Et chacun voulait le récupérer? Et des gens, ceux qui avaient les ambitions légitimes de récupérer le fauteuil présidentiel à la faveur des élections qui se profilaient à l'horizon, pensaient que le fauteuil était déjà à portée de fesses, si vous me passez cette expression un peu triviale. Et donc, ils estimaient les décisions qui se prenaient, quand vous prenez des décisions, ils estimaient que les choses ne vont pas plus loin, ne vont pas assez vite, etc. Et ils étaient prêts à mobiliser les jeunes de Lomé, des quartiers de Lomé, pour pousser à ce que les décisions aillent dans le sens le plus radical possible. Or, si on le fait comme ça, ça irritait les gens de l'autre côté qui disposent de la force de frappe que tout le monde sait et qui étaient prêts à l'utiliser. Il n'est pas étonnant que dès les premières semaines et les premiers mois de la transition démocratique, des gens qui nous attendaient, ils attendaient qu'on sorte de la conférence, ils attendaient de voir les premières décisions pour commencer à frapper. Donc, on recevait des coups de l'autre côté du sommet de la colline et on recevait également, il y avait les coups de boutoir de l'opposition, d'une opposition qui était pressée, qui était divisée, parce que les gens se surveillaient, se marquaient, et c'est à qui ferait le plus de surenchères populistes pour avoir la population avec elle en prévision des élections. C'est ça. Et le chef de gouvernement était au milieu dans ce courant-là. Sans aucune ambition personnelle pour le chef de gouvernement lui-même. Non, on a raconté des histoires. Je n'étais pas candidat au présidentiel. D'abord, les dispositions constitutionnelles ont été prises. De la transition. Les dispositions constitutionnelles ont été prises par la conférence elle-même pour que le chef de gouvernement de transition ne soit pas candidat. Et je ne sais pas puisqu'on avait vu que je n'avais pas... on s'était renseigné pour savoir quel âge j'avais. Oui. J'étais dans la quarantaine. On n'avait pas l'âge requis à l'époque pour candidat. Donc, on a mis la barre très haute. Pour être éligible comme président de la République, il fallait avoir 45 ans. J'étais loin d'avoir 45 ans à l'époque. Donc, des gens sont venus même se renseigner chez moi. C'est pourquoi on pensait que vous ralentissez les choses, n'est-ce pas, pour que vous atteigniez... Quel acte j'ai posé pour ralentir quoi que ce soit? Je n'avais aucun intérêt à ralentir quoi que ce soit. Mon grand désir, ce qui peut être considéré comme ma réussite, c'est si on termine la transition avec des élections claires et transparentes et que je rends le pouvoir à celui qui a gagné les élections. C'est ça l'ambition de tout gouvernement de transition qui se respecte. Et le mien était un bon gouvernement de transition. J'étais entouré de cadres très compétents. Qu'on avait un gouvernement de copains à l'époque, parce qu'il y avait plein de gens de votre entourage aussi. Lesquels? Citez-les-moi. Gens de quel entourage? Est-ce que moi j'avais un entourage? Moi j'étais avocat, bâtonnier de l'ordre des avocats, et je suis président de la Ligue togolaise des droits de l'homme. Et nous menons une lutte âpre pour changer le système politique togolais. Je forme ce premier gouvernement. Dites-moi qui étaient les coquins et les copains dans ce premier gouvernement. Si vous me citez non, je vous dirai, bon, d'accord. Là, c'est un gouvernement qui a été formé après consultation des uns et des autres.
Sauf que le premier gouvernement, pour le premier gouvernement de transition, les gens ne voulaient pas entendre parler de quelqu'un du RPT ou de quelqu'un qui aurait trempé dans le parti au pouvoir. Est-ce qu'on appelle le plus fort de cette explosion aussi à l'époque? Et c'est ce gouvernement qui a, à l'égide de ce gouvernement que les coups de force ont été perpétrés contre la transition. Les coups de force militaires ont été perpétrés. Vous parlez du 3 décembre 1991? Oui, avant le 3 décembre, il y a eu le 1er octobre, il y a eu le 8 octobre. Oui. Le 1er octobre, les gens ont un peu oublié ce que ça a été, parce que et puis le 8 octobre où on est venu pour m'assassiner à l'hôtel du 2 février, à 2 h du matin. Un commando était venu pour m'assassiner. J'ai échappé à la mort par la volonté divine, si j'ose dire. Bon, en tant que croyant, c'est tout ce que je peux dire. Et je remercie le Seigneur pour ça. Et le 3 décembre, qui a été l'apothéose des coups de force. Donc ce premier gouvernement n'était pas un gouvernement consensuel. Bon, donc c'est après, tirant les leçons de ces premières difficultés graves, que j'ai, après consultation des uns et des autres, j'ai formé un deuxième gouvernement qu'on a appelé le gouvernement d'Union nationale de transition, le GUNT. Le GUNT, oui. Le GUNT, gouvernement d'Union nationale de transition. Et là, ce gouvernement-là comportait des éléments du RPT. Voilà. Et ça a mieux marché par rapport au premier? Ça a fonctionné. Ça a fonctionné, sauf que... Il y a des membres qui ont repris ses prérogatives? Non, pas encore. Non, c'était le gouvernement qui a été formé le 30 ou le 31 décembre 1991 et qui a fonctionné en 92. Ça a bien marché, sauf que ça a été ponctué aussi d'incidents graves, comme l'attentat de Soudou, oui. Qui a failli coûter la vie à Gilles-Christ Olympio, mais qui a coûté la vie à certains de ses compagnons. Et comme l'attentat contre Tavio Amorin, un jeune leader brillant, chef de parti politique à l'époque, et sans compter d'autres incidents. Mais quand ça se calmait, on continuait à marcher. Et j'ai appliqué ce que le principe du président Jimmy Carter. Vous savez, quand j'étais Premier ministre, il m'a rendu visite. C'est ça, il était au Togo, oui. Voilà. Il dit, what is your objective? Quels sont tes objectifs? Je dis, non, c'est la démocratisation, democratization of Togo. And what are the problems? Alors, quels sont les problèmes? Donc, je lui ai dit, justement, parler de ces obstacles-là, c'est-à-dire les éléments radicaux à la fois de l'opposition et du pouvoir qui mettent le bâton dans les roues. Et il me dit, if the objective is clear, si les objectifs sont clairs, whatever happens, go ahead. Si les objectifs sont clairs, quel que soit ce qui arrive, il faut aller de l'avant. Et il m'a dit de prendre exemple sur les États-Unis. Les gens, les États-Unis sont constamment attaqués de l'extérieur, on pose des bombes dans les ambassades, on fait ceci, on fait cela, mais que comme leur objectif est clair, les États-Unis continuent à avancer. Whatever happens, you should go ahead. Et je n'ai jamais oublié cette formule. Merci, Maître Kofigo. Nous parlons donc de ces faits de cela il y a 25 ans, la conférence nationale, et votre passage à la tête du premier gouvernement de transition dans ces années 90-91. Alors, retour sur les événements du 3 décembre. Il y a beaucoup de choses qui sont racontées. Et il ne fallait pas se rendre, il ne fallait pas sortir, il fallait maintenir le cap, il fallait rester parce que vous étiez bien protégés dans les enceintes de la primature, quand les éléments de Yadema venaient, mais finalement, votre décision de vous rendre a été considérée comme une trahison des idéaux du processus démocratique. Qu'est-ce que vous pouvez en dire aujourd'hui? Vous avez remarqué que quand vous parliez, j'en riais.
on était protégé par quoi? On était protégé par Dieu. Et une poignée de gardes du corps. Les gens ne se rendent pas compte. Le Premier ministre n'avait pas une armée à la primature. Quel Premier ministre peut disposer d'une armée à la primature? Nous avions, quand nous avons été élus Premier ministre, l'institution était une institution inédite au Togo depuis Sylvanus Olympio. Depuis les années 60. Oui, depuis les années d'indépendance. C'est la première fois qu'on avait un Premier ministre, donc il n'y avait pas de structure même pour abriter le siège du gouvernement. J'ai commencé à gouverner à partir de l'hôtel du 2 février. Oui. Et donc, il a fallu tout faire, tout construire, pièce par pièce, pierre par pierre. Et vous me dites, au niveau de la sécurité, on avait prélevé, demandé à l'état-major de l'armée de nous affecter des éléments pour assurer notre sécurité. Est-ce que vous me suivez? Je vous suis. Bon. Et donc, ce n'est pas une armée. C'est une garde rapprochée pour assurer la sécurité du Premier ministre et des locaux. Et c'est cette garde rapprochée, et avec moi-même, qui étions encerclés, non pas par un détachement de la gendarmerie ou de la police, mais par les forces armées togolaises, avec des blindés, avec des canons qui pouvaient lancer des obus et qui n'ont pas manqué de lancer des obus sur la primature. Et malgré cela... Il n'y avait pas les mêmes équipements aussi à la primature? Mais non, pas du tout. Est-ce que les gens disent qu'il y avait les mêmes équipements aussi? Non, ce sont des histoires. Bien gardés. Ce sont des racontards. Comment la primature n'avait pas de char. Et c'est avec ça, cette poignée de gardes rapprochés, qui allait livrer le combat contre l'armée togolaise. Et bon, pendant combien de temps? Alors, au moment où on était encerclés, j'ai sollicité l'aide, la mise en œuvre des accords, ce que je croyais devait être automatique, puisque François Mitterrand, le président français, avait dit qu'ils allaient soutenir le processus démocratique. Et là, on était dans un cas où le processus démocratique était violemment attaqué, avec des armes lourdes. On avait pensé qu'en demandant la mise en œuvre à l'aide de la France, ça pourrait permettre de desserrer l'étau pour qu'on revienne à une méthode de démocratisation plus conforme à l'orthodoxie. Et on a demandé l'aide de la France. François Mitterrand a envoyé les militaires français qui sont restés au Bénin, à côté. Mais finalement, je crois qu'il y a eu des tractations. Je crois que le président Houphouët-Boigny s'en est mêlé. Il ne voulait pas entendre parler de ça et tout. Bref, il y a d'autres réseaux qui étaient puissants, qui ont dissuadé les Français de venir au secours de la jeune démocratie togolaise. Donc, et finalement, je l'ai su que les Français ne viendraient pas. Les gens ont cru que le Ghana allait intervenir. Mais Rawlins m'a envoyé un message pour dire que si le Ghana ne peut pas intervenir militairement au Togo, sauf si la France la devance, et si en quelque sorte il y a une résolution du Conseil de sécurité, qui autorise cette intervention. Donc, Joseph Kokou Kofigo, Premier ministre de transition, avec sa garde rapprochée, était seul face à la situation, cette situation qu'il fallait résoudre. Et le combat a commencé
mes éléments se sont battus avec, beaucoup de bravoure. Mais le chef que j'étais devait tout faire, sachant à l'avance l'issue du combat, tout faire pour préserver la vie de ces éléments. Je ne pouvais pas, je n'avais pas le droit de continuer cette guerre inégale et faire massacrer ces jeunes gens qui ont été mis à ma disposition, dont beaucoup étaient des volontaires pour venir à la primature, parce qu'ils croyaient à la démocratisation. C'est pourquoi j'ai demandé que le capitaine Efou, qui était le chef de ma garde, qu'il trouve un tissu blanc à agiter aux fenêtres pour indiquer que nous demandions le cessez-le-feu. Mais c'est quand même après la bataille. Une partie de la primature était en feu. Et je suis sorti les mains en l'air, comme au cinéma, comme on voit dans les films. Je suis sorti les mains en l'air. Bon, donc, quand on a fait ce travail-là pour remettre le processus démocratique sur les rails, qu'on a bravé cette adversité. Donc vous pensez avoir négocier, bien fait, n'est-ce pas, négocier pour que le processus démocratique se remette en route. Mais dans le cadre maintenant du gouvernement d'union, et quand les gens viennent raconter des histoires comme ça, mais moi, bon, avant ça méritait, mais bon, parfois ça me fait rigoler, n'est-ce pas? Je dis, mais oui. Il n'y avait aucune issue diplomatique pour vous, parce qu'en temps, vous avez parlé d'une valise diplomatique que vous étiez offerte, mais vous n'avez pas voulu cela. Non, l'ambassadeur de France m'avait offert un sauf-conduit pour fuir la primature, mais j'ai dit non. J'ai dit non, je suis... Mais c'était avant la bataille. Bien sûr, oui. C'était avant la bataille, j'ai dit non, parce que je dis... non, parce que je dis, si le chef s'en va, tout le processus tombe à l'eau. Peut-être que tout le processus démocratique tombe à l'eau, parce que peut-être les gens n'attendaient que ça. Vous pensez avoir sauvé quelque chose en vous rendant? Puisque le soir, là, vous étiez conduit directement chez Yadema Lomé 2. Ce n'était pas le soir, c'était le matin. Le matin. Puisqu'on s'est battu le matin, les échanges, comment vous appelez ça? Les tirs d'obus et autres. Oui, c'était dans la matinée. Et donc, c'est au milieu de la matinée, quand j'ai demandé le cessez-le-feu et que les autres les éléments ont cessé de tirer, que les autres aussi ont cessé de tirer, je suis sorti les mains en l'air, que j'ai été mis dans un véhicule et conduit à Lomé 2. De votre gré ou bien vous avez été contraint? Enfin, vous savez, ça c'est une question c'est une question de terminologie. C'est une question de terminologie. Est-ce que vous étiez rendu volontairement de gré, de votre gré, pour discuter avec Yadema, ou bien il a demandé qu'on vous amène Manu Militari? Non, il n'a pas demandé qu'on m'amène Manu Militari. Mais étant donné la situation qui prévalait, il faut que je rencontre le président. J'ai demandé, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous m'avez envoyé des militaires pour me bombarder? Et qu'est-ce que vous avez répondu? Non, je dis c'était l'idée. C'était ça. Mais le président m'a juré que ce n'est pas lui qui a envoyé les militaires. Bon, mais ça, c'est pas le lieu de réveiller le couteau dans la plaie. Bien sûr, ce n'est pas l'objectif. C'est juste pour inscrire la jeune génération d'où nous sommes venus. Oui, d'accord. Pour qu'ils sachent. Mais ça va, je ne veux plus remuer ce couteau-là dans la plaie. C'est ça. Voilà. Et après, la transition a repris son cours normal. La transition a repris son cours normal. Nous avons beaucoup travaillé. Jusqu'au référendum de 1994. Si vous posez la question à ceux qui ont été membres du gouvernement avec moi, ils diront que nous n'étions pas du tout des paresseux, nous avons beaucoup travaillé. On a veillé sur cette République. Malheureusement, ce que les gens voulaient, comme la médaille d'or, c'est-à-dire un achèvement ultime du processus démocratique. Non, c'est un achèvement ultime du processus démocratique, à savoir la chute complète de l'ancien régime du président Yadema. Ça ne s'est pas produit. Et c'est ça qu'on nous met sur le dos comme étant les responsables, ceux qui ont fait que
l'alternance n'a pas pu se réaliser. Mais sinon, la démocratie elle-même s'est installée au Togo. Le Togo... Donc vous pensez que le Togo est un pays démocratique dans le standard oui, la démocratie c'est un processus, ce n'est jamais totalement achevé. Surtout quand on a connu une période de monolithisme et de dictature comme un peu partout en Afrique à l'époque, et que vous faites la mutation. Bon, tout ne peut pas être parfait du jour au lendemain. Mais les sujets dont nous discutons aujourd'hui, on ne pouvait pas en discuter avant. Oui, tout à fait. Et donc, nous avons conquis de larges espaces de liberté pour ce pays. Et c'est ça qui a posé les jalons. Tout ce que vous voyez aujourd'hui comme institution, et l'institution de la République, et dont les gens sont fiers, et auxquels les gens recourent, tout cela a été le fruit de cette lutte-là. Et donc, on ne peut pas dire que le processus démocratique n'a rien donné. Notre constitution est l'une des plus modernes. Notre constitution est moderne, même si elle est de 92. C'est une constitution ultra moderne. Et même si la discussion... Oui, bon, maintenant, nous sommes aujourd'hui en 2016. Donc, 92, ce n'est pas 2016. Bien sûr. Bon, donc, nous avons fait vraiment la meilleure constitution possible qu'on pouvait imaginer à l'époque. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il y a des problèmes de susceptibilité et autres. Qui doit faire ceci, qui doit faire cela, le président de la République, le pouvoir entre le président de la République et le Premier ministre. Il y a eu quelques frictions au moment où la Constitution a commencé à fonctionner, la 4e République a commencé à fonctionner, entre le Premier ministre Edem Kodjo et le président de la République sur certaines attributions. Et les gens en ont pris prétexte. Et surtout que l'opposition togolaise a, d'une manière malencontreuse et dommageable, boycotté les élections de 1999, je crois. Oui. Le parti PT s'est retrouvé tout seul au pouvoir et a trouvé devant lui un boulevard qu'il a emprunté avec fanion et drapeau, allègrement, pour toiletter la Constitution et poser un problème en ce qui concerne l'une des conquêtes majeures de la lutte démocratique, à savoir la limitation du mandat présidentiel, parce que c'est l'une des conquêtes majeures de la lutte démocratique. Et moi, je l'ai laissé. Les choses étaient en cet état quand j'ai quitté la primature en 1994. Et puis, il faut signaler aussi, et on l'oublie très souvent, les gens ne veulent pas en parler, parce que, croit-il, ça arrangerait Kofigo, mais moi, avec l'âge que j'ai maintenant, avant on disait que c'est trop jeune, maintenant je suis trop vieux. Nous devons nous dire la vérité. Quand j'ai quitté la primature en 1994, c'était après avoir organisé des élections législatives gagnées par l'opposition démocratique. Le quart est l'UTD à l'époque. Oui, le quart est l'UTD à l'époque. Donc les élections transparentes. J'avais toujours ce souci de faire le mieux possible pour servir la cause pour laquelle j'ai été élu par la Conférence nationale souveraine. Et puis, plus tard, à la faveur des crises, des grèves et tout ça là, confirmé par le président de la République comme chef de gouvernement. Mais je voulais terminer la transition en montrant qu'on pouvait organiser des élections non contestées au Togo, et c'est ce que j'ai fait. Et moi-même, j'avais présenté 54 candidats. J'étais le seul élu de mon parti politique. Donc, c'est de dire que j'avais le souci de faire les choses le plus honnêtement possible. Sinon, j'aurais aussi bourré les urnes pour avoir 10 députés ou 15 députés. Mais je me suis dit non,
pour moi, ce passage-là, cette idée-là ne peut pas m'effleurer. Ce n'est pas les propositions qui ont manqué. Hein. Les gens désespèrent En triche. je ne dirais pas en triche, désespèrent en manipulation électorale. Et ils sont venus me voir pour me dire, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, si vous voulez aller au ciel, la bonne porte, c'est il faut aller dans les églises ou dans les mosquées. Mais si vous voulez le pouvoir, il faut faire ce que nous vous proposons. Et j'ai dit, le pouvoir, mon pouvoir est un pouvoir de transition et il arrive à sa fin. Et je n'en veux pas d'autre. Et puis, deuxièmement, pour aller au ciel, bon, je connais déjà le chemin et la voie, la vérité et la vie, je sais. On m'a appris ce que c'est. Donc, je n'ai pas besoin d'organiser des fraudes pour me maintenir à la primature et autres. C'est ça. Oui, alors le processus d'un palais à son point ultime, vous l'avez dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'alternance politique. Et vous avez dit qu'on vous met ça souvent sur le dos, mais à votre avis, à qui incombe cette responsabilité aujourd'hui, quand vous réfléchissez à la chose? Le fait qu'il n'y ait pas d'alternance politique, ben, chacun de nous a sa responsabilité. Hein, moi, j'ai la mienne. Tous les acteurs politiques ont leur responsabilité. Tout le monde a sa responsabilité dedans. C'est tout. Maintenant, c'est à l'histoire de démêler le vrai du faux. C'est ça. Oui. Est-ce que vous regrettez qu'on n'ait pas allé jusqu'au bout? Mais je vous ai dit que je n'ai rien à regretter du tout. J'étais chargé de conduire une transition démocratique. J'ai conduit la transition démocratique. Avant de partir, c'est mes compagnons de l'opposition qui ont gagné les élections législatives. Qu'est-ce que je pouvais faire de mieux? Le reste, maintenant, c'est pas moi qui ai demandé qu'on boycotte les élections législatives en 1999 pour que le RPT se retrouve seul au pouvoir et modifie la Constitution. Je suis désolé. Et donc, cette responsabilité-là, je ne l'assume pas du tout. Voilà. Alors, autre élément dans notre histoire commune, ce sont ces accords de 2006. Ça fait 10 ans maintenant qu'on a signé ces accords et on n'a toujours pas le bout du tunnel. Entre autres, il y a eu ces assises du HCON auxquelles vous avez participé activement, puisqu'on vous a vu prendre part aux travaux du HCON. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on fait du surplace ou bien on avait vraiment besoin de cet atelier national de dialogue pour la réforme politique organisé récemment par le HCON? Ah, mais sans dialogue, vous voulez faire quoi? C'est ça le problème. On en a suffisamment fait, une vingtaine depuis oui, mais à chaque fois, ça nous a permis d'avancer un peu. On a les mêmes résultats, puisque rien n'a changé. Non, de toute façon, oui. Vous dites les mêmes résultats. Non. C'est que tant que le régime actuel sera au pouvoir, bon, quels que soient les efforts qui sont faits, les gens diront qu'on a les mêmes résultats quand on en place, puisque ce que les gens veulent, c'est de changer de système. Donc, quand ce n'est pas fait, bon, ils ont cette impression, mais le changement de système se fait à travers les élections. Dans une société moderne, dans une société qui veut se préserver de la guerre, dans une société qui veut se préserver de la violence et qui veut fonder son existence et sur des bases solides, un avenir durable sur des bases solides, c'est les instruments, les institutions qui sont les piliers de la démocratie. C'est ces institutions qu'il faut consolider. C'est l'éducation, la formation des jeunes, des citoyens pour participer à la vie nationale. C'est la décentralisation pour permettre aux gens de prendre des responsabilités, apprendre aux gens à prendre des responsabilités au niveau local. Bon, c'est tous ces éléments qui vont concourir, le moment venu,
à l'apaisement des esprits qui va favoriser l'alternance au cours des élections. C'est ça. Mais si vous continuez dans les diatribes, dans les menaces des uns et des autres, aussitôt qu'un événement se produit, des gens font de la surenchère et autres, eh bien, vous ne créez pas le climat propice justement à l'alternance. Mais je parle d'expérience. Je connais quand même un peu ce pays pour l'avoir dirigé en tant que chef de gouvernement, puisque je suis le seul Premier ministre de l'ère démocratique à avoir présidé le Conseil des ministres pendant pratiquement 1 an. Vous voyez? Donc, normalement, si les choses n'étaient pas telles qu'elles sont dans notre pays, on devrait me faire un statut spécial. Ben oui. L'ancien Premier ministre. Oui, non, qui serait peut-être proche de celui d'un ancien vice-président de la République. Bon, je n'ose pas dire président de la République. J'ai présidé le Conseil des ministres tout seul pendant pratiquement 1 an quand même dans ce pays pour permettre la mise en route du processus démocratique. Donc vous aviez les moyens de changer les choses ce soir. Il n'y avait pas tous les moyens de changer les choses. Lesquels vous manquez? Les moyens de changer les choses, je vous ai déjà dit que pour changer les choses, c'est le peuple qui doit décider. C'est-à-dire sans que vous ne passez pas par les élections. Donc on mettait tout en œuvre pour que les élections se déroulent d'une manière transparente. Et moi, c'est ce que j'ai veillé à cela. Les élections de 93 qui ont été boycottées même par l'opposition, quand on a retiré la candidature de Rem Kodjo à la dernière minute, des élections allaient être transparentes. C'est pas parce que on a trouvé une encre qui n'est pas indélébile quelque part dans une province du Togo que les élections ne seraient pas transparentes. N'est-ce pas? Ce problème-là d'encre dans cette localité-là pouvait être corrigé. Quand vous gouvernez, vous ne pouvez jamais être à l'abri de quelqu'un qui veut tricher quelque part. Donc, moi, j'étais décidé à ce que le processus démocratique aille à son terme avec des élections transparentes. Et Rem Kodjo pouvait gagner les élections en 1993. On a retiré sa candidature à son insu. À son insu, ça je le dis publiquement, je l'ai toujours dit publiquement depuis un certain temps quand on m'invite à la Parce qu'il était allé dans le cadre d'une coalition de partis. Oui, il était allé dans le cadre d'une coalition de partis, mais il était en campagne à Takpamé lorsqu'il a appris que le collectif de l'opposition démocratique a retiré sa candidature, ce qui n'est pas normal. Vous posez la question à Rem Kodjo, il vous le dira. Et il a reconnu devant moi que c'est ce que Rem Kodjo, je le considère comme un grand frère. Enfin, je l'appelle grand frère. C'était des erreurs, quoi, pour vous. C'était des erreurs monumentales. On ne devait pas retirer sa candidature. Kodjo avait toutes les chances de gagner ces élections présidentielles en 1993. Et puis, et la preuve, après ça, moi, j'en sais rien. Mais en 1994, lui, une coalition solide entre lui et Maître Agboibo, allait sceller le sort du gouvernement. Ils auraient le gouvernement entre les mains, l'Assemblée nationale entre les mains, et ils empêcheraient toute modification constitutionnelle et ils auraient organisé les élections locales et se donner les moyens pour gagner les élections présidentielles futures. Ça n'a pas été le cas alors. Mais tout ça là, c'est du passé. Ce qui est important, c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui. Alors ce que nous voulons faire, ce qui doit être fait aujourd'hui, c'est qu'il y a plusieurs médicaments qui ont été donnés aux malades. Le malade, parfois il guérit un peu, et puis après il fait des rechutes, etc. C'est ça le cas du Togo. Maintenant, certains estiment que le mal n'est pas totalement guéri. Et qu'il faut baliser la route pour l'avenir, pour l'alternance, etc. Et on apporte un nouveau médicament, qui est le H-Crohn. C'est ça. Et comme les gens l'avaient fait pour la CVJR, les gens ont commencé à tirer dessus. À tirer dessus. Mais je suis désolé, j'ai participé aux travaux de H-Crohn. Les travaux se sont très bien déroulés. Les gens qui étaient venus étaient des gens responsables. Il faut approcher les gens pour savoir que au Togo, ici, on a quand même
des cadres de tout niveau, et de l'université jusqu'à de grandes universités, jusqu'à la base, jusqu'au peuple, des gens qui sont soucieux de l'avenir de ce pays. Et ces gens, on les trouve dans toutes les sensibilités politiques. Ce n'est pas uniquement dans l'opposition, c'est pas uniquement au sein du pouvoir, mais dans toutes les sensibilités, les autorités religieuses, les chefs traditionnels. Et quand on a abordé les questions, franchement, pour savoir, bon, qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qu'on doit faire pour ce pays, les gens se sont lâchés. Et les discussions ont été franches. Et si vous lisez les conclusions, mais je ne vois pas ce qu'on peut reprocher à ces conclusions-là. C'est ça. Bon, maintenant, c'est leur mise en œuvre. Le problème, leur mise en œuvre, là, bon, chacun fait ce qu'il doit faire. La balle est dans le camp du pouvoir. Parce que la première responsabilité incombe au chef de l'État, parce que nous ne nous volons pas la face. Pardon. Oui. L'ancien chef d'état-major des forces armées togolaises, le général Bonfo, m'avait dit à la primature, au téléphone, quand je lui ai dit, mais pourquoi l'armée m'attaque? Puisque ce n'est pas moi qui ai dissous le RPT. Vous vous souvenez, j'étais en France, au sommet de Chaillot, en France, quand l'opposition, le HCR, le Haut Conseil de la République, a dissous le RPT. Quand l'armée m'a attaqué, j'ai appelé le chef d'état-major. J'ai dit, mais pourquoi on m'attaque? Ce n'est pas moi qui ai dissous le RPT. Et le chef d'état-major m'a dit, ah, monsieur le Premier ministre, quand ça ne va pas, dans l'armée, quand ça ne va pas, c'est le chef qui est responsable. Je n'ai jamais oublié ces mots-là. Quand ça ne va pas, c'est le chef qui est responsable. Donc c'est pourquoi moi je dis, je profite de l'occasion pour dire que la responsabilité première des réformes incombe au président de la République. Parce que si ça ne va pas, on ne dira pas que c'est un tel ou un tel ou un tel collaborateur ou bien que c'est l'opposition. On dira que c'est sous le régime Faure Gnassingbé et Adema. Donc ça ne va pas, c'est le chef qui est responsable. C'est lui-même qui a voulu, enfin qui a appuyé le processus de Ashkroun, qui a créé le Ashkroun, qui a appuyé ce dialogue. Je crois qu'il a l'obligation de faire en sorte que les conclusions qui sont issues des travaux puissent... Les conclusions qui lui ont été remises, n'est-ce pas? Oui, les conclusions qui lui ont été remises avec plusieurs alternatives. Oui. La Constitution actuelle, bon, on peut revenir à la Constitution, à la version de 1992, ou bien on peut essayer d'améliorer tout cela d'une manière consensuelle. On peut rédiger même une nouvelle Constitution. Oui, et puis c'est pas d'une nouvelle Constitution désormais. Oui, on peut rédiger une nouvelle République. Toutes les options sont possibles. Maintenant, il appartient... lui a été proposé, n'est-ce pas? Les conclusions sont claires sur ce plan. Et puis on n'a pas parlé que de ces questions-là. Ça a embrassé quand même la société togolaise en général, dans le domaine économique, dans le domaine social, dans le domaine de la gouvernance. On a abordé toutes ces questions, la question de décentralisation, qui est revenue quand même sur le tapis. Tout cela a été passé au peigne fin pour faire des recommandations. La question de la femme, etc., du leadership féminin, le mot est à la mode depuis un certain temps. Et vous avez espoir que tout cela va aboutir? Moi, je suis toujours dans l'espérance. Je suis toujours dans l'espérance. D'ailleurs, durant les travaux, je ne sais pas si vous êtes au courant, durant les travaux, je leur ai écrit un poème qui a été apprécié, mais bon, peut-être on n'a pas le temps de le lire. C'est un poème d'espérance. Ça s'appelle « Rêverie d'un citoyen ordinaire ». Moi, je suis toujours dans l'espérance que les choses vont s'arranger. C'est ça. Bien, merci, Maître Kofigo. Alors, après tout ce temps passé en politique, votre passage dans la vie politique du pays, vous êtes converti en poète. Alors, qui est Maître Kofigo maintenant, dans les temps actuels? Comment peut-on vous définir?
Oh, vous savez, c'est aux autres de me définir. Vous connaissez mon parcours, je n'ai pas à faire de l'autodéfinition. Bon, j'ai fait ce que je devais faire à un moment donné et je continue à agir. Bon, si vous voulez, on peut terminer par ce poème qui résume. Ah, d'accord. Très rapidement. Qui résume. Rêverie d'un citoyen ordinaire. Il faut des libations pour aller de l'avant. Purifier ce sol par le Saint-Sacrement. Chacun devra jeûner, faire des sacrifices afin de relever les murs de l'édifice. Voyez autour de nous, c'est ensemble qu'ils courent pour aller accomplir leur devoir dans l'amour et suivre le verdict que tout le monde accepte, qu'ici, 3 fois, hélas, chaque année on rejette. Réveillez-vous, messieurs. Le temps est un avion. Il ne vous attend pas. Faites donc attention à ne pas le rater à l'heure où il décolle. Vous seriez obligés d'attendre un autre vol. Réveillez-vous, messieurs. Le temps est un atout qu'on doit saisir au vol pour aller jusqu'au bout de l'accomplissement des rêves légitimes des pères fondateurs dont l'esprit nous anime. Ce qui est dit est dit. C'est à vous de jouer pour nous sauver l'honneur, nous offrir la bouée pour sortir hors de l'eau, la tête la première. Le peuple vous soutient par d'ardentes prières. N'ayez plus peur de rien. Faites-nous des réformes flambantes et neuves qui respectent les normes et standards des nations qui nous ont dévancés pour que nous ne soyons plus jamais distancés. Et nous mettrons alors le cap sur l'espérance, malmenée entre-temps depuis l'indépendance. Et nous verrons alors se rallumer l'espoir sur les voies rénovées, ornées de beaux trottoirs. J'entends déjà sonner les cloches et les gonds, proclamer victoire, victoire, sur tous les tons connus au temps jadis, quand s'allumait l'aurore de ce Togo chéri dont le cœur est en or. C'était Rêverie d'un citoyen ordinaire. Je l'ai composé le 14 juillet 2016 pour le Ashkroun, justement. Voilà, c'est sûr, c'est vrai que sur FM, cette émission de rencontre et échange, Maître Kofi-Go était mon invité pour parler de ce passage du processus démocratique dans notre pays. Il était ancien Premier ministre, le tout premier d'ailleurs, du gouvernement de transition après la conférence nationale souveraine Gatsela, 25 ans. Merci d'être venu dans ce studio. Merci, M. Wilson. Ça a été un plaisir. Merci à vous, amis téléspectateurs. Vous retrouvez la semaine prochaine pour de réflexions. Au revoir et à très vite.